très limité parce que j'avais la pression. Mais non, mais c'est un avant-goût. Je voulais donner un avant-goût en fait de ce mode de fonctionnement qui est assez, je trouve, original et qui a en fait modelé une espèce de nouvelle identité du club. Et donc, Brentford devrait, grâce à ça, se maintenir cette saison pour mon plus grand plaisir et puis pour le plaisir des amoureux de foot. Merci Paul, c'est d'autant plus intéressant que Brentford a pas mal recruté du côté de la Ligue 1 en plus. On pense à Mbeumo, on pense à Wissa et qu'ils ont vraiment aussi axé leur stratégie de recrutement autour de notre pays. Et puis ça marche. Et C'est surtout ça le plus important. Et ça marche parce que pour l'instant ils sont en bonne voie pour se maintenir, contrairement à Newcastle dont tu parlais en début de chronique. Le petit tacle pour Newcastle. Voilà, il arrive et puis il tease ce qui se passera tout à l'heure avec Adrien. Merci beaucoup Paul, tu peux retourner t'asseoir à ton siège. Merci d'être passé ici au bureau central. Et on va revenir... tableau. On va revenir, puisqu'on est à l'heure du repas pour beaucoup de ménages français, on va revenir au caviar numéro 9 consacré à la bouffe et à l'alimentation. Dans le caviar 9, il y a un dossier avec Romain Giroud, qui est donc nutritionniste, qui est passé par l'AS Monaco, qui est aussi frère d'Olivier, sur le végétarisme, parce que c'est une donnée intéressante quand on parle d'alimentation, mais il y a de plus en plus de footballeurs qui assument être végétarien et qui combine ça à une pratique de haut niveau. Exactement, alors on n'a pas de chiffres précis, mais bien... On n'est pas sûr que la chose soit encore totalement ancrée et établie dans le milieu sportif. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns, il y a quelques sportifs et des footballeurs de haut niveau qui s'y essaient un régime végétarien, voire végétalien, donc qui évite, qui proscrit tout produit. Voilà, exactement. Et que cela soit pour des raisons purement physiologiques, pour une question ou sinon une question de bien-être, ou même par pure conviction personnelle, la pratique tend peu à peu à croître, comme tu l'as dit, Corentin. Et en effet, il y a des footballeurs type Bellerin, Agüero, Messi, qui s'y essaient aussi d'une manière un peu particulière, ou encore Jermaine Defoe, qui le sont devenus. Ouais. Mais la chose qui pose question aujourd'hui, c'est peut-on vraiment concilier pratique sportive de haut niveau et un régime sans protéines animales ? On va en discuter. Là-dessus justement, Théo, il n'y a pas de réponse ferme qui est vraiment à apporter, quoi. Non, parce qu'il y a toujours des exemples et des contre-exemples. Après, je pense qu'il y a une grande différence entre végétarien et végétalien. Ouais. Parce que végétalien, c'est vraiment aucune protéine animale, donc pas d'œufs. Pas de fromage. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Végétarien, c'est uniquement viande et poissons. Voilà. Des produits laitiers. C'est ce que dit Romain Giroud dans l'interview, c'est que c'est possible, mais il faut une grande rigueur derrière sur les compléments alimentaires, parce que quand on fait du foot, on a une grande débauche d'énergie, forcément, on puise dans les ressources, et il faut pouvoir derrière assumer avec un régime alimentaire adapté. C'est vrai qu'on ne va pas parler à la place des nutritionnistes, évidemment, Paul, mais quand même, ça suppose quand même des carences nutritionnelles, et instinctivement, comme ça, on se dit que c'est compliqué d'associer le véganisme par exemple et le foot, quoi. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on peut plus maintenant jouer de cette façon-là qu'il y a 10 ans. Donc après, il faut aussi, moi je prends un peu de hauteur là-dessus en me disant, peut-être que c'est encore un peu compliqué aujourd'hui, mais dans 10 ans ça se trouve on aura, parce que il y a 10 ans c'était impossible, maintenant on a quand même fait des progrès, tu parlais de nutritionnistes, diététiciens, voilà, tous les gens qui sont dans les départements de performance, etc. Les compléments alimentaires. Exactement, et on le voit par exemple dans d'autres sports, alors c'est d'autres régimes, mais l'exemple de Djokovic il est quand même criant, bon pas pour l'actualité actuelle, mais plutôt quand on parle de régime sans gluten, etc., voilà, c'est des sportifs qui ont quand même réussi à adapter leur régime alimentaire. Je pense que c'est compliqué. Mais voilà, encore une fois, dans 10 ans, on n'est pas certain que ce soit pas possible. C'est vrai que Romain Giroud dit que c'est compliqué pour le moment, mais sur le long terme, peut-être. Il a une réponse il a une position assez nuancée sur la chose. Mais dis, tu voulais réagir ? Non, c'est une pratique aussi qu'on retrouve surtout dans les sports individuels. Alors, il y a quelques cas de sportifs de haut niveau dans des sports co type Kyrie Irving ou Chris Paul, qui sont, pour ceux qui s'intéressent à la NBA, certains des meilleurs meneurs de jeu au monde. Après, il y a le cas de Kyrie Irving, c'est un joueur qui est très souvent blessé. Donc, est-ce qu'il y a un lien de causalité ? C'est l'exemple de Bellerin, il y avait de mémoire Umtiti aussi. Exactement. Il y a un petit lien. Est-ce qu'il y a un lien de par exemple, aussi Umtiti, je crois justement, c'est après. Suite à une blessure. C'est suite à une blessure. Et Bellerin dit la même chose. Voilà, exactement. C'est que depuis qu'il a fait ce nouveau régime, il est beaucoup moins blessé. Mais pour le coup, le véganisme et le sport, c'est une pratique qu'on retrouve dans le sport individuel. Il parlait de Djokovic. Je crois que Djoko, en plus de son régime sans gluten, a adopté un régime vegan. Il y a aussi le cas des sœurs Williams, il y a Bode Miller au ski. Et au foot, en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas énormément. J'ai pas d'exemple. J'avais vu que notamment des joueurs comme Robert Lewandowski ou Goretzka, ou Leon Goretzka du Bayern Munich,
on fait souvent des blagues sur leur transformation incroyable. Sur les réseaux sociaux, on les voit hyper. C'est la salade, ça. Et en fait, il s'avère qu'ils ont adopté de leur côté des régimes qui bannissent certaines protéines d'origine animale. Et du coup, donc, c'est marrant, c'est intéressant de voir que c'est quand même pas vraiment c'est plutôt par volonté de performance plutôt que par conscience de ne pas tuer des animaux, quoi. Alors, dans le cas de Bellerin, par contre, c'était une vraie conscience. Oui, là, peut-être que ça résume d'accord. un choix quasiment politique, parce que je crois qu'il est militant, Éthique, enfin, il est en tout cas Ouais. affirmé sur les questions écologiques. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais d'un peu de virilisme. Là aussi, Oui. ça peut constituer un petit frein, notamment, je pense, dans les centres de formation où voilà, la viande, c'est un peu une incarnation de ce virilisme, tu l'évoquais tout à l'heure, et ça peut être un frein pour beaucoup de footballeurs, notamment les jeunes, à se lancer dans des régimes sans viande, notamment. Bah bien sûr, mais Patrice Evra parlait de masculinité toxique. Je pense que dans le football, c'est là où on en retrouve le plus. Déjà que c'est pas toujours facile quand on est végétarien dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est sûr que dans un centre de formation, c'est compliqué. Puis d'autant plus quand on est jeune, dans un centre de formation, qu'il n'y a pas forcément tout l'accompagnement et les compléments alimentaires pour aller avec. Parce que je pense qu'un régime, s'il y a les bons compléments, effectivement, ne pas manger de la viande, c'est s'enlever des graisses en plus. Donc forcément, si derrière l'apport protéinique il est identique, c'est forcément bénéfique. Mais c'est pas le cas quand on est jeune. On connaît pas tout ça, les gens nous suivent pas, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est pour ça, moi je pense que c'est aussi une question d'éducation. Pas forcément d'éducation au sens large du terme, mais d'éducation Souvent, tu sais, c'est des questions de goût, des trucs comme ça. Et en fait, quand on t'habitue jeune à avoir un régime comme ça, sans que par exemple tu le saches ou qu'on te laisse le choix en centre de formation, après ça peut rentrer comme une habitude aussi. Hein. Pour moi, ça fait aussi partie du processus. Si à partir de demain, en centre de formation, etc., tu mets les éléments pour, etc., et tu montres aux jeunes joueurs que, et puis qu'eux constatent que dans les performances, ça se ressent, je pense que cette espèce de barrière de virilisme, etc., de virilité, ça peut clairement tomber, quoi. Théo parlait de la difficulté en centre de formation, mais Bellerin, je crois, justement, dans le magazine, et disait à quel point c'est compliqué, même dans le milieu professionnel, d'être vegan ou végétarien, parce qu'il y a certains de ses coéquipiers qui vont essayer de lui foutre, qui vont essayer de lui foutre un bout de viande caché sous sa salade. Tiens, C'est ce qu'il raconte. voilà, donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais malgré tout, ce que tu disais, on n'a pas de chiffres là-dessus. Ça semble quand même être un phénomène encore relativement minoritaire. Et c'est vrai que la prise de parole peut-être d'un Bellerin ou de plus grands joueurs même peut peut-être contribuer à ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on semble sur un phénomène quand même qui est très très minoritaire. Je ne sais pas si Adrien, tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais tout a été dit. Mais c'est vrai que oui, il y a quelques noms qui sont cités, mais je pense qu'il faut peut-être un mouvement un peu plus en profondeur pour que ça soit vraiment institutionnalisé au niveau de tous les centres d'entraînement, de tous les centres de formation, et de tous les clubs. Oui, bien sûr. Il y a un dernier dossier qui est soulevé, alors sans transition aucune, mais puisqu'on est à la fin du temps, on peut peut-être aborder le sujet de la boisson. C'est le retour de l'alcool dans les stades. C'est un sujet qui remonte tout le temps, que vous abordez une nouvelle fois dans le magazine, et parce que Mehdi, c'est, comme je vous disais, un sujet qui revient sur la table un peu chaque année, peut-être un peu moins là en ce moment vu qu'il n'y a pas beaucoup de supporters dans les stades, mais qui en tout cas chaque année revient sur le devant de la scène. Ouais, c'est l'éternel débat, sauf pour certains. Hein, Paul? On en parlera juste après. Faut-il, oui ou non, réintroduire l'alcool dans les stades en France? Si dans les faits, la loi E20 en interdit la vente depuis 1991, certains pointent du doigt l'incohérence et la tartufferie de cette disposition. Une disposition à deux vitesses, et pour cause, aux uns s'imposent donc les bières sans alcool, et aux autres, dans les loges, considérées comme des lieux de restauration, un choix de roi est proposé, puisqu'on peut y boire du champagne et autres bonnes choses. En outre, la loi E20 autorise à ce que des dérogations pour vente d'alcool puissent être accordées à chaque club 10 fois par an. Et donc, que faire alors, surtout quand on sait, en ces temps, à quel point la manne financière liée à la vente d'alcool peut se révéler considérable pour certains clubs. Adrien, t'es pour toi le retour de l'alcool dans les stades, si c'est bien encadré? Je pense que oui, si c'est bien encadré, je suis pour, et notamment en ces périodes de difficultés économiques pour de nombreux clubs. Comme Mehdi le disait, il y a une manne financière qui peut aller jusqu'à plus de 40 millions d'euros par saison et par club de la vente d'alcool. Du coup, je pense que si c'est un moyen pour assurer une bonne santé financière au club, ça peut être, je pense, un moyen facile. Moi, je trouve ça terrible de penser comme ça. De se dire qu'on va combler ça par l'alcool, etc. Enfin,
Je pense que les clubs, ils pourraient aussi se concentrer sur dépenser différemment et anticiper plus d'autres choses que de se dire bon bah maintenant on va se sauver grâce à la vente d'alcool. Quoi. Moi j'ai vraiment du mal avec ce C'est débat. pas une proposition des clubs, hein, c'est une proposition qui est remise là notamment. Moi, c'est certains députés qui ont proposé. Non, bien sûr, non, mais je parle de les clubs. l'argument de se dire bah, c'est pour retrouver une santé financière. Bah, c'est pas, Si on en c'est pas arrive la là, seule c'est comme, raison, mais si ça peut participer, je veux dire. Ouais, moi j'ai vraiment un problème avec ce débat-là. Je trouve, en fait, je comprends pas ce débat. Je vois pas en fait pourquoi l'alcool et pas autre chose. J'ai du mal à comprendre en fait en quoi ça a une incidence sur le foot, en quoi ça a une incidence sur le supporterisme. Je comprends pas vraiment ce débat. Ça a de une vente incidence d'alcool. sur le supporterisme parce qu'à la base, ça a été proscrit pour des raisons de sécurité. Oui, mais il y a plein pour d'endroits où éviter. c'est proscrit en fait et on se pose pas la question. Tout ça. Bah, t'as pas le droit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Pour moi, je vois pas en quoi ce débat doit avoir lieu dans un stade de foot. Quoi. Et par rapport au problème de cohérence que soulève Mehdi sur l'autorisation du champagne dans les loges notamment, quel est ton ressenti à toi là-dessus, Théo, du coup juste après, mais vas-y Paul. Toi ça te pose pas de soucis. Par exemple, moi je peux peut-être comprendre la colère de certains supporters. Je sais pas si je suis pour ou contre le retour de l'alcool dans les stades, mais est-ce qu'on comprend pas aussi que peut-être une certaine colère, un certain sentiment d'injustice par rapport au champagne Si, dans les bien loges, sûr. Si, bien sûr. Mais après, c'est le reflet de la société. C'est le même problème que tu peux transposer dans plein de situations. J'ai envie de te dire, il y a toujours des privilégiés et des moins privilégiés. Moi, c'est vraiment de façon globale, quoi. Sans rentrer dans le cas par cas, à se dire les riches, les trucs, les loges, etc. C'est vraiment, je trouve, voilà. Je pense que toute la loi elle-même est vraiment mal foutue de A à Z. Parce que, on a le droit de vendre de l'alcool devant le stade, donc sur la voie publique, mais pas dans le stade. Voilà. Donc c'est incohérent. Deux, on a le droit d'en vendre 10 fois dans la saison, et pas plus. Ça veut dire quoi? Que le lundi 17... C'est une dérogation spéciale de 10 matchs par saison. Donc le lundi 17, il n'y aura pas de débordement, mais par contre, le lundi de la semaine suivante, il y en aura. Sachant que 10 Encore matchs une par fois, saison, en à plus, l'échelle du sur Ligue 1, par 19, contre, c'est pas beaucoup. Sur 19 matchs, c'est à ça. domicile. Puis voilà, ce truc du champagne, pourquoi on pourrait boire... alors si, c'est parce qu'il y a la licence qui est accolée à la restauration. À ce moment-là, je suis désolé, quelqu'un qui achète une saucisse merguez, il peut avoir... c'est la même chose, quoi. Alors on a quelqu'un qui est d'accord avec toi sur le chat, Paul, figure-toi, c'est Dargan qui nous écrit que la vente d'alcool est bidon, puisque par exemple au Vélodrome, les supporters continuent d'en faire rentrer et continuent d'en boire, mais juste avant de Mais de justement, rentrer il y a le stade. plein de dérives comme ça et c'est un véritable problème. C'est tout le problème. Et le problème, c'est que rien n'est encadré à ce niveau-là. Et donc pour continuer sur le commentaire, ils disent ce qui complique souvent certaines situations, et là ça rejoint ce que tu dis Paul, parce que ça occasionne des bagarres alors que la vente d'alcool est interdite. Bon, la vente d'alcool est interdite et les bagarres et des drames, on en a vu et on en reverra encore. Oui, hein. puis ça empêchera pas les mecs de venir boire au stade. Voilà. Et C'est tous les exactement. problèmes de santé publique. Soit on décide de ne pas les encadrer et il y en a quand même, et du coup il y a des débordements, soit on décide de les encadrer et il y en a moins. On va pas partir sur le débat du cannabis ou d'autres législations, mais l'encadrement souvent montre qu'il y a des améliorations. L'assouplissement qui est réclamé pour être tout à fait précis par des députés, donc c'était en 2020, hein, depuis le projet traîne un petit peu, puis avec le Covid dans les stades, on imagine que ça, voilà, c'est pas prêt de passer tout à fait, mais c'était pour un projet d'ici la saison 2022-2023, et c'était que les alcools en dessous de 18 degrés avec une évaluation d'une saison, en fait c'est une sorte de Donc, test. que de la binose, quoi. Ouais, et du vin du coup qui était également inclus dedans, mais voilà, on était sur 18 degrés, alors me demandez pas pourquoi ils ont fixé le seuil de 18 degrés, mais voilà, Paul, je te vois faire une petite moue. Non, ça- c'est très hypocrite. Enfin, c'est comme souvent. Mais de toute façon, je sais pas. En fait, où est-ce que tu places le curseur en fait? À partir de quel moment tu te dis voilà, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, c'est quoi la limite? Encadrer la vente d'alcool, oui, mais encadrer sa consommation, parce que tu vois, la consommation n'est pas plus encadrée pour autant, quoi. Le mec qui va s'enfiler. Tu peux, Le barman peut te refuser un oui, verre voilà. s'il estime que tu es trop bourré dans la vraie vie. Donc, Ouais. ou sinon ton installer, pote. je sais pas comment ça pourrait se mettre en place, mais un nombre de verres précis pour chaque place. Je sais avec pas, un je trouve ça ticket, un peu bizarre. C'est peut-être Après, compliqué. c'est peut-être Comme si compliqué, t'allais au resto mais et qu'on te disait, bah non, tu vois. Je trouve ça un peu chelou comme. ouais, il y a ce côté économique déjà, tu le disais, et c'est je crois que le rapport du Sénat qui estime Ouais, entre exactement. 30 et 50 millions par club professionnel. Il y a 40 clubs professionnels en France. Si l'État en plus prend des impôts, enfin je veux dire, c'est du fric pour tout le monde. Et il y a aussi ce côté,
par rapport à l'Allemagne où ça marche super bien, il n'y a pas du tout d'expérience stade en France. Tu viens voir un match, c'est fini, ça dure 90 Mais minutes. comment ça se passe d'ailleurs? Je sais pas, Mehdi, tu es un petit peu renseigné sur la situation en Europe, Ouais, je crois. Comment alors, ça se passe au niveau européen à ce Alors niveau-là? en Angleterre, on a le droit de boire dans les coursives du stade. Globalement, en Italie, en Belgique, au Danemark, tout ça, c'est autorisé. En Allemagne. D'accord. Et par contre, il y a juste le Portugal qui mène une politique similaire à la France où l'alcool n'est vendu qu'en loge. Voilà, donc Et on a ouais, une situation un peu diverse. Oui, oui, une question de culture aussi, hein. C'est-à-dire? Bon, en Allemagne, ça déborde quand même très rarement dans les stades maintenant. Tu regardes de première division, en Angleterre, ils ont fait le ménage, etc. aussi. Donc, C'est vrai que c'est peut-être pas la première priorité, même si voilà, le Non, projet bah. est toujours en cours. Vu la situation du supporterisme actuel, c'est peut-être pas Bon, en tout cas, peut-être pas la priorité. en Angleterre, ça se passe bien autour des stades, hein. Moi, pour en revenir, etc., franchement, c'est. Enfin, ça se passe bien sur les stades de première et deuxième division. Oui, non, mais bien sûr, non, mais de toute façon, il y a même des exceptions dans tout, mais de façon générale, quand même, je sais pas si c'est une culture de la consommation d'alcool, mais c'est particulier, genre c'est différent, c'est plus festif que bagarreur. Alors après, peut-être que dans l'excès, ça Ouais. devient bagarreur, hein, après le match peut-être, hein, mais je sais pas, je suis pas un grand fan de ça. Bon, on a compris que ça divise, en tout cas, ça Ouais. divise un petit peu le plateau. On va terminer avec un dernier petit instant. Voilà, l'heure du repas est close. Donc maintenant, on va pouvoir passer au film de la deuxième partie de soirée. C'est la chronique Arrêt de jeu. Adrien, on évoquait Newcastle tout à l'heure avec Paul. Je te fais un petit peu de place. Merci. Newcastle, donc, est son nouvel attaquant à 30 millions, Chris Wood, qui n'a pas été acheté avec des algorithmes a priori. Mais toi, c'est un autre attaquant à peine titulaire avec les U23, Santiago Munoz, qui t'a rappelé quelques souvenirs ciné. Oui, bah tu sais, moi je suis un grand cinéphile et donc Santiago Munoz, ça en appelle un autre, Santiago Muniez, star du film Gaulle, la naissance d'un prodige. Donc pour la faire courte, ce film c'est l'histoire de Santi Muniez, qui est donc un immigré clandestin à Los Angeles qui veut devenir une star du foot. Et son talent est tel qu'il est repéré par un recruteur et qu'il rejoint le club de Newcastle United en Première Ligue. Voilà, donc l'histoire en fait suit simplement sa progression jusqu'à ce qu'il devienne une star de St. James Park et de la Première Ligue. Donc la question c'est pourquoi je voulais vous parler de ce film en particulier. Eh bien parce que pour la chronique, je l'ai revu spécialement parce que je me donne à fond moi, pour cette émission. Un chef-d'œuvre. On t'en remercie. Un chef-d'œuvre. Et voilà, et moi, Paul le dit, c'est pas vraiment un chef-d'œuvre, hein. C'est même plus un nanar, je pense. Alors les nanars, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce genre de films qui se prennent vraiment au sérieux, mais qui en fait ne sont pas très bien. Voilà, et Gaulle, c'est vraiment le parfait exemple, ça coche toutes les cases. C'est tout d'abord un enchaînement de clichés sur les Mexicains et sur les gens du nord de l'Angleterre. Ouais, j'ai cette scène en tête qui me revient où Santi veut faire un match amical à Los Angeles avec ses amis, mais les protèges tibias sont obligatoires, lui il n'en a pas parce qu'il est mexicain, il est pauvre, et du coup il se fait des protèges tibias en carton qu'il trouve dans une poubelle. Voilà. Ou c'est aussi ce film une sorte d'histoire d'amour un peu cucul à praline. Voilà, il y a Santi qui sort avec la médecin du club de Newcastle. Ouais, peut-être que Thibaut Courtois a vu ce film. Et, Ça tacle, hein. et voilà, et surtout moi ce qui m'a choqué en fait, c'est que c'est vraiment filmé comme un blockbuster hollywoodien. Avec beaucoup de scènes de ralenti, de foot qu'on comprend pas, enfin bref. Bon, bah, moi, je vais me faire l'avocat du diable parce que malgré cette vision un peu édulcorée, comme tu dis, du monde du foot, ce film, il est quand même devenu culte. Il est devenu culte et j'ai presque retourné ma veste, mais c'est vrai qu'on l'a tous vu et on a tous été un peu bercés par cette histoire de ce joueur qui passe de zéro à héros, vraiment. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment devenu un phénomène en fait, à Newcastle et dans le club et dans la ville. Et aussi une sorte de running gag, ce qu'on voit souvent dans les médias, voilà, quand Newcastle va mal, qui peut les sauver, c'est Santi. À tel point qu'on a l'impression que C'est pas Chris Wood, non. qu'on a l'impression que Santi Muniez a vraiment joué Newcastle en fait, alors que l'acteur qui s'appelle Kuno Becker, c'est un acteur donc c'est un film et lui il ne connaissait rien au foot. Mais bref, donc là la comparaison entre Santi Muniez et Santi Munoz s'arrête là parce que le vrai Santi, donc Munoz, celui qui est arrivé à Newcastle récemment, il n'a même pas joué un seul match de première division avec Newcastle. Il végète avec les U23 pour cause de physique pas encore adapté à la première ligue. Et voilà, donc lui il a un peu du retard parce que dans le film, à la fin du premier,
Santi signe au Real. Donc, Il n'y a même pas eu de troisième. Moi, j'attendais le troisième parce que Si, j'aimais bien quand j'étais il y a petit. eu un troisième qui est sorti Mais ouais, mais c'est directement en C'est DVD. ça, ouais. Tu dis t'aimais bien quand t'étais petit, mais en fait c'est ça. C'est exactement Moi ça. j'ai été Pourquoi tu t'es déçu, je l'ai trompé revu, Ah, mes je l'ai rêves jamais se sont revu. brisés, mec. Ouais, je pense que je m'en tiendrai à cette. Vous l'avez tous vu autour de cette table Oui, oui, Ouais. mais c'est ça. Moi, t'adores quand t'es petit, et puis après quand tu prends un peu de recul, tu te dis bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés. Hein. Je pense que je ferai pas le. C'était pas un très bel exercice de communication. Je ne me ferai pas l'effort de le revoir. Du coup, je vais rester sur ce beau souvenir d'enfance. Merci, Adrien, pour je ce t'en petit prie, moment je t'en cinéma. prie. Et puis si ça peut quand même en donner envie à certains, voilà, je pense qu'il se trouve encore en DVD, en VHS. En streaming sur que toutes les c'est- plateformes. Chacun fait avec les moyens, Voilà, les moyens qu'il a. exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Adrien, Théo, on va se rappeler quand même le caviar neuf. On va aussi rappeler peut-être à ceux qui nous regardent comment on fait pour se le procurer. Sur la boutique du site. Et puis c'est nous qui faisons les enveloppes, donc commandez pas trop s'il vous plaît. On va commander quand même un petit peu. Ouais, commandez un petit peu, mais espacé quoi. Et puis des adresses compréhensibles parce que la poste nous en renvoie beaucoup quand ils trouvent pas les. Est-ce que tu sais combien d'exemplaires déjà ont été tirés pour ce Oh, ce numéro c'est du coup 1000 exemplaires tirés. Et entre les abonnements et les premières ventes, on est autour de 400 ventes. Ok, beaucoup. Merci beaucoup Théo Mazard d'être venu nous rendre visite. On continue l'aventure avec Caviar à partir de la semaine prochaine. On est très heureux d'avoir ouvert ce numéro avec vous. Merci à toute l'équipe de Magazine Caviar qui nous aide et qui nous permet de réaliser ce magnifique projet. Merci aussi à Clément Duranton, il est en face de moi, c'est notre homme de l'ombre et sans lui, rien ne serait possible. Merci aussi à l'ISFJ qui nous permet de produire cette émission. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, 19h30. Et pour patienter, les meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur nos réseaux sociaux. On reste évidemment connectés. Très bonne soirée à tous. Ciao.